Le paradoxe, c'est qu'on vit un monde de possibles inouïs et en même temps d'asphyxie inédite. Voilà, disons le constat. On vit une époque un peu paradoxale. Il y a tout ce qui nous étouffe sur différents plans. La crise écologique, la domination capitaliste planétaire, la transformation de tout en gestion, dont on souffre tous à tous les degrés de nos vies, et aussi les États et la Terre entière. Et en même temps, on vit une époque d'inventivité inédite dans l'histoire humaine. Et c'est comme s'il y avait une espèce de scission qui a peut-être été pas aussi forte dans les autres âges. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, je reçois mon ami Adrien France-Lanor, avec qui je suis au travail depuis tant d'années et qui nourrit mes propres réflexions. Je le reçois à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, À l'écoute du moderne. Si on essaye de trouver des voies, des chemins d'espérance, de possibilités de vie aujourd'hui, il faut faire un travail assez précis entre remarquer ce qui nous enferme, délimiter très précisément les formes d'écrasement et repérer qu'est-ce qui ouvre pour de bon un chemin. Si vous suivez ma chaîne, vous savez comme je suis un peu allergique à tout le discours un peu niais sur le bien-être, sur les fausses promesses. Et grâce à Adrien France-Lanor, on va voir qu'il y a des possibilités profondes de retrouver le souffle, de retrouver une forme profonde de joie. Bonjour Adrien. Bonjour. Je suis vraiment très content de faire ce dialogue avec toi, d'avoir lu ce livre important sur lequel tu travailles depuis des années. Et une des choses qui me frappe, c'est à quel point c'est un livre qui ouvre à une forme d'espérance, qui ouvre à des voies pour essayer de vivre dans notre monde. Et les voies que tu montres, que tu dessines, que tu nous offres, viennent d'une analyse de ce qui nous empêche de vivre aujourd'hui. Tu as des phrases très fortes, tu parles d'un monde engoncé dans le domaine dogmatique d'une surdité néolibérale dans le livre. Tu parles de la tragédie de notre temps et de l'importance de se vouer à la réduire. Qu'est-ce qui nous étouffe? Et pourquoi, à constater ce qui nous étouffe, ça va pouvoir être dessiner des chemins de vie? Oui, on vit une époque un peu paradoxale, et c'est ce que le livre essaie de montrer, c'est que il y a tout ce qui nous étouffe sur différents plans. L'impossibilité à penser un vrai être ensemble politique au sens très simple, la crise écologique, la domination capitaliste planétaire, la transformation de tout en gestion, dont on souffre tous à tous les degrés de nos vies, et aussi les États et la Terre entière. Et en même temps, on vit une époque d'inventivité inédite dans l'histoire humaine, et que j'explore moi en particulier à travers la question que j'appelle moderne, disons au sens de l'art moderne, si on veut, mais qui n'est pas qu'une question artistique, qui est aussi une question justement éthique et politique. Et c'est comme si il y avait une espèce de scission qui a peut-être été pas aussi forte dans les autres âges si on réfléchit au monde occidental, c'est-à-dire les Grecs, il y avait une espèce d'unité de sens qui fait monde. Ça ne veut pas dire que c'est un monde parfait, mais ça veut dire qu'il y a une unité à la fois politique, ils ont tenté la démocratie, philosophique, ils ont inventé l'école, etc. Le monde chrétien, il y a une unité de sens. Ils ont inventé un modèle politique garanti par une transcendance divine, ils ont inventé l'université qui avait son fondement dans une science divine, la théologie, etc. Et on le voit ça à travers les œuvres, à travers les textes. Et nous avons un monde qui peut-être cherche à être un monde et qui trouve pas cette unité de sens, parce qu'il y a et des pistes un peu effarantes de la gestion managériale de tout, à commencer par les êtres humains comme ressources humaines, etc. Et en même temps,
des voix très singulières, originales comme jamais, poètes, peintres, musiciens, qui ont fait un travail colossal, qui sont reconnus, mais dont on n'a pas pris la mesure, je crois, pour vraiment penser notre monde et l'invention, leur richesse d'invention, de comment ces œuvres n'étaient pas juste et ne sont pas juste, disons, des objets culturels qu'on va voir dans les musées, etc., et qui, au fond, sont un peu éteints comme ça. Et l'idée du livre, c'est de prendre appui sur ça, très simplement pour montrer comment une possibilité de monde existe à notre époque, même à l'époque de la gestion généralisée, même après Auschwitz, puisque c'est aussi un aspect de notre monde, et comment on peut, grâce à ces œuvres en particulier, retrouver une forme de liberté vraiment inédite, je crois, dans l'histoire humaine. Donc on vit un monde, le paradoxe c'est qu'on vit un monde de possibles inouïs, et en même temps d'asphyxie inédite. Voilà, disons le constat. Tu dis même à un moment que notre monde, c'est le monde où quelque chose comme un miracle est possible. Oui. En redéfinissant miracle, Oui. mais je trouve que c'est... Oui, là c'est miracle au sens complètement laïque, et le fait que quelque chose commence, c'est Hannah Arendt qui parle de ça, et le livre délibérément se termine un peu sur ça. Et le miracle, c'est un poème de George Open, Les enfants, le miracle que sont les enfants. Après la catastrophe, après Auschwitz, c'est un poème qui prend appui sur ça. Et le miracle, c'est que quelque chose commence, et c'est ce qu'Hannah Arendt appelle la liberté. Et effectivement, le moderne, c'était la possibilité remise en main propre à l'être humain d'une certaine manière, sans que ce soit garanti par une transcendance, sans que ce soit garanti par des formes supérieures, disons. La possibilité remise en main propre à l'humanité de commencer, de recommencer en prenant appui sur les possibles, et ça veut dire aussi en prenant appui sur la Terre d'une manière nouvelle, parce que la transcendance, ça voulait dire que la Terre était gouvernée par le ciel, en régime théologique. Or, il y a une possibilité que nous habitions sur la Terre, mais qu'il ne soit pas une dévastation de la Terre, parce qu'on connaît ça, ce qu'on appelle anthropocène, etc., etc. Ça veut dire qu'un âge géologique est en train de naître par les bouleversements de l'activité humaine. Mais on pourrait aussi penser, on pourrait regarder Cézanne comme ça, une montagne Sainte-Victoire, qu'il y a un âge géologique nouveau de la Terre, grâce à, non pas à l'activité dévastatrice, mais aux possibles humains. Et il y a quand même des moments dans notre monde, il y a eu quand même le point de départ de la Révolution française, la naissance de souveraineté populaire et tout ça, Rousseau, sur qui s'appuie un Beethoven, un Hölderlin et puis d'autres. Mais il y a des moments de surgissement comme ça. Le miracle, c'est le fait qu'au fond, on n'est jamais foutu, parce qu'il y a la possibilité d'un commencement. Au fond, ce que tu montres, c'est que pour chaque être humain, il y a la possibilité d'un commencement, qu'aussi difficile soit la situation, à la fois dans nos vies, ou à la fois, comme on le décrit, dans la situation du monde, il y a un commencement, qui est déjà symbolisé par un enfant qui commence, que le commencement, que le miracle, le commencement, c'est la question de la liberté. Oui. Et au fond, on pourrait dire que tout ton livre, c'est de parier pour ce commencement, parier pour la liberté. Et au fond, chaque page nous dit que tout n'est pas fermé, tout n'est pas bouché, sans nier ce qui nous étreint, mais que l'épreuve de la liberté est possible. Oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, il y a une partie du livre qui a été écrite pendant le confinement. Donc c'était un moment tout à fait spécial de ce que j'appelle un peu le grand burn-out de notre monde à ce moment-là, d'implosion, et qui a permis à beaucoup de gens aussi d'interroger. Et alors, dans cette période très
étouffante, asphyxiante, on voyait aussi des possibles surgir. Et la liberté, ça veut dire ça, la possibilité de commencer. Donc c'est à la fois une possibilité de notre temps, donc il y a une dimension historique, si on veut, de ce possible nouveau, et en même temps c'est une possibilité, disons, existentielle. En chacun, à chaque âge de sa vie, a cette possibilité-là. Et si les œuvres d'art, comme on les appelle, ont quelque chose à nous dire, c'est de réveiller ça en nous. C'est pas pour aller étudier des courants artistiques et des ismes qu'on classe ensuite et qu'on étouffe en même temps qu'on les classe, et l'impressionnisme et le fauvisme et ce que vous voulez. Il y a une force à jamais effractive des œuvres, surgissantes, commençantes, et c'est cette rencontre-là que j'essaie d'interroger, de faire vivre, de rendre accessible par un travail d'écriture, restituer cette dimension de miracle, d'initiative en fait fondamentale, qui est possible dans toute existence et à l'échelle de notre monde en particulier, même si je suis pas sûr que tout le monde, parmi les agents de notre monde, ait bien compris la responsabilité de cette initiative nouvelle. Alors, il faut, pour expliquer ce que tu dis, préciser que le rapport aux œuvres d'art en tant qu'elles ouvrent des possibles n'a rien à voir avec ce que la plupart des gens entendent par œuvre d'art, puisque pour la plupart des gens, l'œuvre d'art, c'est un truc culturel dont on n'a pas forcément accès, ou qui est juste une forme de poids un peu culturel, ou de brio culturel. Donc là, tu casses en petits morceaux que ça n'a rien à voir avec ça, et tu guides vraiment le lecteur par la main en racontant comment toi-même, quelque chose comme un commencement, une effraction peut venir en regardant les tableaux de Monet. Oui. Que c'est pas non plus, on est un peu conditionné comme ça, que l'œuvre d'art n'est pas juste quelque chose qui nous touche, qui est beau, d'agréable ou esthétique en fait. Voilà, c'est la question esthétique. Voilà. Oui. Mais qu'au contraire, chaque œuvre d'art importante fait cela, nous invite à un miracle, à commencer, à ne pas nous décourager. Oui. Et c'est au fond le pari du livre de défendre une toute autre vision de l'œuvre d'art. Et dans moi qui n'ai pas eu d'éducation artistique et qui ai vraiment vécu le choc qu'une œuvre d'art transforme ma vie, d'un certain point de vue, je bois du petit lait en te lisant, en me disant enfin quelqu'un qui parle de voilà que l'œuvre d'art c'est pas un bagage culturel, ça peut ébranler une vie, un morceau de musique peut ébranler une vie, et que tu montres que cet ébranlement d'une vie a à voir avec apprendre à vivre aujourd'hui et sortir de cet enfer de la gestion totale qui nous détruit. Oui, là il y a la question de l'art aujourd'hui, parce que c'est aussi une caractéristique de notre monde, dans le monde grec, dans le monde chrétien, c'était des statuts différents, parfaitement définis, tout ça. Aujourd'hui, il y a une grande ambiguïté et sans doute un grand malentendu en fait. C'est-à-dire, d'un côté, elles sont prises dans la gestion culturelle. Et moi-même, quand j'étais adolescent, je sentais que j'étais attiré par des œuvres, mais que le discours culturel me repoussait. Donc j'ai subi ça, j'ai souffert de ça, et pendant des années encore. Et j'ai continué à aller voir des œuvres malgré tout. Ensuite, il y a eu le discours qui est souvent philosophique, esthétique. Alors là, c'est un niveau de théorisation qui m'a apporté certaines choses, mais je trouvais aussi que la voie de l'esthétique, par le beau, par simplement le sentiment qui affecte le sujet, je trouvais que ça répondait pas non plus à ce que je sentais, mais que j'avais pas les moyens de dire. Et en fait, il y a cette dimension, une œuvre peut déplacer une vie, en fait, parce qu'elle offre une lecture nouvelle du monde, et donc ça peut être sur des plans
pas du tout esthétique. J'essaie de dire dès le début qu'il faut sortir des catégories, qu'il y aurait l'esthétique, l'éthique, la politique, etc. Puisqu'en fait, c'est pas parce qu'une œuvre serait nécessairement de l'art engagé, mais une certaine articulation des éléments qui composent une œuvre d'art peut renouveler notre regard aux autres, notre regard à soi, peut nous inviter à penser, par exemple, le fait que disons chez Cézanne, mais chez beaucoup d'autres artistes modernes, tous les endroits du tableau sont aussi importants, qui a tellement marqué tout le monde, et cette révolution du fait qu'il n'y ait pas d'endroit privilégié, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de primauté. Bah, il y a un texte où je montre que, au fond, c'est ça la naissance de la démocratie telle que Rousseau a voulu la refonder. Ça veut dire une pensée de l'égalité nouvelle, et que on peut donc aller regarder les œuvres d'art pour transformer, comme dit Paul Celan, que je cite à un moment, il dit les poèmes transforment pas le monde, ils transforment l'être au monde. Donc vraiment cet ancrage existentiel. Et c'est aussi pour ça que, en fait, dans le livre, je parle pas tellement d'œuvres d'art. Je dis plutôt poésie dans un sens très large, et que m'a appris à réentendre Dominique Fourcade, à qui je consacre un texte ou deux, le sens platonicien, c'est-à-dire poésie, ça veut dire production, ça veut dire passage du non-être à l'être. Ça veut dire que il y a poésie quand se produit un passage comme ça. Et là, on s'aperçoit en plus que ce passage peut se produire avec des œuvres d'art, mais pas nécessairement, d'abord, et puis soit qu'on on soit pas en phase avec, soit qu'il y ait des œuvres d'art où ça ne se produit pas parce qu'elles sont pas si bonnes que ça. Ça aussi, il faut oser le dire. Il y a des œuvres qui sont dans nos musées, il y a plein d'œuvres au fond qui n'ont aucune force de poésie, aucune force de transformation. Ça existe aussi, ça, même chez les très grands artistes. Chez Monet, on en a souvent parlé, il y a des tableaux de Monet qui sont mauvais, voilà, où il se passe rien. Les tableaux, souvent, à la fin de sa vie, peints l'hiver, pour plein de raisons qu'on pourrait montrer. Donc, poésie, ça veut dire ce surgissement, ça veut dire ce passage du non-être à l'être, et la poésie peut se produire à ce moment-là aussi bien dans des gestes, dans une conversation téléphonique, dans un regard. Et donc, c'est pas que l'œuvre d'art comme ça, isolée, une partie du monde hors de nos vies, etc. C'est pour ça que, effectivement, comme tu le rappelais, il y a ce sous-titre « Pour vivre et penser aujourd'hui », c'est vraiment s'enraciner dans notre existence, y compris la plus quotidienne et la plus courante, et montrer que il y a une force d'initiative, une force commençante, une force, au fond, révolutionnaire des œuvres. Et là, c'est aussi très politique. Quand tu disais la question de la liberté, de l'initiative, c'est ce que dit la Boétie, en fait. C'est-à-dire que ce désir de commencer, ce désir de liberté, est inhérent en chacun, et malheureusement, souvent, il est éteint. Et c'est à nous que revient la responsabilité d'accepter ce surgissement du désir de liberté. Et très souvent, malheureusement, il est asphyxié, et avec une forme de consentement tacite. Donc au fond, ton livre, c'est pour je sais pas comment dire, déscléroser Oui. ce phénomène-là. Oui. Il y a plein d'axes, mais on pourrait dire qu'une manière de retrouver le commencement, de retrouver, c'est d'être soi, de retrouver quelque chose de sa singularité. Oui. Au fond, au fond, la tâche que nous avons, c'est de devenir singulier. Oui. Ce que nous montrent les œuvres d'art, c'est d'être singulier. Oui. Et peut-être l'effroi de notre monde, c'est de nous empêcher d'être singuliers. Oui, dans une espèce d'uniformité de masse, et qui a été un des grands vertiges du XXe siècle, et dont on ne se sort pas, en fait, paradoxalement. On n'est pas dans le même vertige de la politique de masse, enfin pas tellement en Europe, mais on n'a pas trouvé
de formes véritablement fondatrices de l'être ensemble. Être soi, c'est aujourd'hui, c'est sûr. C'est Ouais. très difficile pour chacun d'entre nous d'essayer d'être soi. Oui. On se sent pris par cette gestion générale. Et Oui, donc à la fois, tout le monde nous dit qu'on est une société très individualiste. Tu fais très bien la différence entre être soi et cette illusion individualiste. Peut-être on pourrait faire la distinction. Qu'est-ce que ça veut dire être soi? Qu'est-ce que ça veut dire l'individualisme? L'individu, c'est une manière d'être enfermé dans une singularité purement idiosyncrasique. C'est toutes les choses qui ne... Les goûts au sens le plus individuel du terme, voilà. Si je préfère le thé vert ou le thé noir, je vais pas pouvoir en faire quelque chose qui va intéresser tout le monde. Donc être soi, c'est pas juste des préférences singulières. C'est pas ça qui nous fait rentrer dans ce bonheur d'être soi. Être soi, c'est toucher à quelque chose où on devient... Alors c'est là qu'est l'ambiguïté, parce qu'on devient bien de manière absolument singulière et unique, mais on devient de manière singulière et unique une ouverture sur le monde, un possible nouveau pour le monde. Et ça intéresse tout le monde. C'est-à-dire, quand Marcel Proust est soi, ça veut dire qu'il va au plus intime de lui-même pour rouvrir le monde. Et ça n'est pas du tout les préférences de l'individu Marcel Proust et l'espèce de dictature relativiste du goût individuel. Et tu dirais dans ton travail de professeur, au fond, ce que tu fais avec tes élèves, c'est les aider à devenir soi. Et c'est ça qui, au fond, presque le travail principal. Je dis ça pour montrer qu'il n'y a pas que Marcel Proust, que même tes élèves qui sont tout jeunes et qui galèrent, être soi, c'est dire trouver une parole qui leur est propre, apprendre à penser. Bien sûr, ça c'est le travail socratique dont je parle à la fois tout au début du livre en disant que c'est un livre qui cherche à être maïeutique, c'est-à-dire à aider chacun à accoucher de lui-même. Et là encore, c'est une possibilité des œuvres modernes, c'est-à-dire que c'est des œuvres où, étant donné que ce ne sont pas des œuvres qui présentent comme ça de manière, comme un bloc, l'unité d'un monde constitué, fondé par une transcendance et avec des assises par ailleurs très belles, mais parfaitement établies. Une œuvre moderne, c'est une œuvre où l'artiste cherche, invente, découvre d'œuvre en œuvre, et où du même coup, le spectateur participe à cette recherche, participe à cette quête. On regarde une œuvre de Cézanne un peu se faire sous nos yeux, et en fait, notre regard l'a fait. Donc il y a une manière de devenir soi aussi par le regard qu'on porte sur ces œuvres, qui sont moins des œuvres où un monde est loué, ou la louange, ça veut dire qu'un monde est complètement constitué, on a à se fondre là-dedans et tout est donné. Dans une œuvre moderne, ça n'est pas donné, mais ni pour l'artiste, ni pour le spectateur. Et donc il y a ce travail véritablement d'aller solliciter le regard de chacun, et qui participe à la création et à la naissance justement de l'œuvre. Ça, je trouve ça, franchement, c'est un des plus beaux possibles de notre monde, qu'on ait cette chance, qu'on ait cette responsabilité d'aller pouvoir, nous aussi, inventer une œuvre en même temps qu'on la regarde. Alors, ce que tu veux dire, c'est que quand on regarde une œuvre, dans cet espace moderne, on n'est plus juste un spectateur passif qui regarde une œuvre qui, elle, est géniale, et nous, on est juste, le pauvre homme ordinaire qui regarde l'œuvre. Oui. Mais si on fait le travail, ce qui nous est demandé, c'est qu'on est au fond co-créateur de l'œuvre, qu'on touche quelque chose de son... Le miracle qu'est l'œuvre nous fait devenir nous-mêmes comme miracle. Oui. Et c'est ça qui nous permet... Tu décris aussi dans le livre, pour parler de cette singularité, en parlant d'un poète américain, Cummings, de l'importance de couper court à toutes les généralisations. Oui. Et ça, c'est sûr que, là même concrètement, on allume la radio, la télé, nos hommes politiques, il y a une sorte de généralisation qui semble le seul horizon possible d'un commun, de parler en commun, de se faire comprendre.
Et au fond, ce que tu essayes de montrer, c'est peut-être ça, un des drames de notre temps. Et très concrètement, quand tu es prof dans ta classe, quand quelqu'un est médecin, s'il n'y a plus que de la généralisation, Oui. Paradoxalement, on crée la barbarie. Oui. Que ce qui est important, c'est qu'il n'y a de commun que si on aide chacun à devenir à lui-même. Que c'est ça, disons, Oui. tu parles de poètes pour qui sont hantés, travaillés, habités, obsédés, on pourrait dire, par cette question-là, et on voit bien que c'est une question tellement importante aujourd'hui. Ah oui, oui, ça c'est... Parce que de la généralisation, on crée des malentendus énormes qui permettent la surenchère du délire identitaire. Donc là, il y a une espèce d'impasse dans laquelle on est, clairement. Qu'est-ce que tu veux dire ? La généralisation, ça permet d'essayer d'associer de manière abstraite une forme d'identité elle-même complètement abstraite, comme si elle était figée. On passe les ceux-ci pensent ça, les ceux-ci, donc on crée des identités abstraites. Alors que il ne s'agit pas de sombrer dans un relativisme du tout subjectif dont on parlait tout à l'heure, et que à ce moment-là, c'est l'individu avec sa dictature du goût singulier qui l'emporte. Être soi, c'est encore une fois découvrir en soi la possibilité d'un rapport à tous. Et ces œuvres, tu parles de Cummings. Donc Cummings est allé en URSS au milieu des années 30. Donc évidemment, il a été vraiment traumatisé par cette vie uniformisée du communisme stalinien et du mausolée de Lénine, etc. Il y a des pages très fortes là-dessus. Et sa réponse à cette uniformisation généralisante et cette massification des individus, c'est l'amour. L'amour, c'est-à-dire une modalité de relation où chacun est d'autant plus soi qu'il est en rapport avec l'autre. Donc là, on voit bien qu'il ne s'agit pas de se refermer sur l'individu et l'individualité relative, etc. Il s'agit de trouver en chacun la dimension qui est notre plus intime et qui nous est en général pas connue, et à quoi peut justement nous aider un grand livre, un grand poème, un grand tableau à découvrir et à reconnaître en nous des choses que nous ignorions, découvrir cette dimension qui fait que nous sommes nous-mêmes, et en même temps cette dimension nous porte dans une forme d'universalité, mais pas généralisante, pas abstraite, une universalité effective de la relation avec un autre, où on peut se comprendre, s'entendre. Donc je trouve ça très beau chez Cummings, cette conscience du vertige de l'anonymat, de la massification, et du rôle de l'amour comme ce qui nous renvoie à nous-mêmes, c'est-à-dire à une possibilité d'être ensemble. Ça vraiment, Cummings, pour ça, c'est extraordinaire. Et on voit bien comment ça... Voilà, on est tous pris dedans. Comment sortir de la massification et comment devenir à soi-même. Et devenir à soi-même, c'est pas être enfermé, comme tu le disais très bien, mais c'est être justement ouvert. Et là, il y a tout ton livre, travail, cette énigme, qu'est-ce que ça veut dire qu'être soi, dans cette ouverture, comme amour, comme relation. Qu'être soi, c'est pas du tout être fermé, c'est être ouvert, que dans la massification, il n'y a pas d'ouverture. Oui, qu'on pourrait appeler aussi l'originalité, en fait, mais au bon sens. C'est-à-dire l'originalité, c'est pas une provocation un peu gratuite et au fond tellement souvent conformiste en réalité. L'originalité, c'est être capable de devenir soi-même origine, c'est-à-dire ce qu'on appelait commencement tout à l'heure, la liberté d'être soi, qui est en fait la plus abyssale et celle à laquelle, comme dit la Boétie, souvent on renonce en fait. Alors il y a un autre axe, comme un autre chemin dans ton livre pour essayer de se désobstruer, de se retrouver, de vivre et penser aujourd'hui, de penser autrement, c'est retrouver son corps. Oui. Alors là, il y a on peut dire, c'est un des grands fils conducteurs de ton livre. Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est oublié? On pourrait croire que, bon, ben aujourd'hui, on a compris. C'est quand même un des grands sujets, l'importance du corps, retrouver le corps, être un peu moins uniquement dans sa tête. On a l'impression que c'est quelque chose qui est un peu plus compris qu'être soi, mais tu montres là aussi, comme il y a un malentendu, voilà, il y a tout un discours de développement personnel, être soi, mais c'est pas du tout cette ouverture dont tu parles. Il y a aussi Oui. un très grand malentendu sur le corps. Oui. Alors là, pour le corps, ça se voit très concrètement dans la peinture moderne. C'est de ça dont je pars, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça nous fait penser la question en général et de manière éthique. On voit bien que la sortie du monde chrétien a rendu possible un nouveau statut du corps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de corps dans le monde chrétien, mais c'est un corps qui en plus... Là, il faut juste faire une parenthèse. Quand tu dis monde chrétien, tu veux pas dire qu'il n'y a pas de chrétiens aujourd'hui, tu veux dire le monde qui est unitairement Absolument. chrétien, qui, avec toute la construction sociale, politique chrétienne, et qui, dont nous ne sommes plus un monde chrétien dans ce sens-là dès la Révolution française, juste pour que les gens comprennent. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu le monde grec, le monde romain. C'est chaque fois quand on dit monde, c'est une configuration de sens, une unité de sens qui se retrouve à toutes les échelles et les strates, à la fois politiques, à la fois artistiques, etc. Donc monde grec, monde romain, monde chrétien, qui s'institue à peu près du 5e au 16e siècle, disons, et puis ensuite il y a l'amorce d'une forme de déchristianisation de notre monde, et aujourd'hui on vit dans un monde, disons, laïque, qui n'est pas régi entièrement par des principes théologiques ni chrétiens, ni religieux, disons, en Occident en général. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça laisse une nouvelle place, la sortie du monde chrétien, donc en ce sens, ça laisse une nouvelle place au corps. Découvrir que le corps n'est pas juste une régie par essentiellement l'âme qui nous définit et en régime chrétien. Mais... Donc en régime chrétien, l'âme décide, le corps est un peu l'âme est éternelle, la le, vraie identité, c'est l'âme qui est éternelle. Et le corps, au fond, c'est inférieur, faut pas c'est plutôt ce qui nous... Voilà. Le corps et tout ce qui est sensible est inférieur, est corruptible, est plus source de tentation, de péché, et là on parle de manière très générale, mais disons c'est un peu des axes théologiques fondamentaux. Bien sûr, il y a un corps de la résurrection, il y a un corps du Christ, il y a des choses, et qu'on voit d'ailleurs en peinture très belle. La peinture occidentale est aussi, la peinture chrétienne occidentale est peut-être une des plus belles méditations sur le corps, etc. Mais pour autant, dans l'organisation des vies et l'organisation théologique, il y a clairement un primat de l'âme sur le corps. Et donc, sortir du monde chrétien, c'était sortir de ça, avec les possibles nouveaux, mais on vit aussi une époque qui est à la fois biologisante, c'est-à-dire que le corps a été pris à partir du 19e dans la biologie, et ça c'est ce que montre très bien Michel Foucault avec toutes les questions biopolitiques, c'est-à-dire que à la fois la biologie et une idéologie sécuritaire, de contrôle, et qui fait que le corps est aussi devenu le lieu de normes complètement nouvelles, et qu'on peut voir aussi bien normes publicitaires, etc., en tout genre. Tu peux donner quelques exemples? On pense médicalement de manière fondamentale à partir de la logique physiologique, alors qu'il y a une logique existentielle du corps. Il y a une dimension pensante du corps, il y a une dimension mondiale du corps, il y a une dimension existentielle, et souvent, dans notre monde, c'est parfois ce qui nous choque quand on arrive à l'hôpital, c'est qu'on est traité d'abord comme corps physiologique, et le corps est en fait parlant. Notre corps, c'est aussi une parole, et tout ça. Donc, par exemple, oui, quand le corps est réduit à un pur mécanisme, voilà. il y a une douleur, et au fond, un bon médecin
C'est un médecin qui voit notre corps physiologique, mais qui en même temps le respecte dans le toucher. Bien sûr. Et nous parle. Et nous parle, et c'est s'adresser à lui. Parler au corps de... Merleau-Ponty parle beaucoup de ça, et j'en parle dans le livre. Le corps de l'existence. Bien sûr qu'il y a un substrat physiologique, et que il s'agit pas de dire que la médecine moderne s'égare en traitant du corps physiologique, mais on a trop séparé, et là on a du chemin à faire pour retrouver un corps existentiel, pour retrouver un corps d'être au monde, un corps... Et on voit bien que, moi qui ai beaucoup travaillé avec des médecins, que c'est une grande souffrance pour eux. Oui, absolument. Et que là il y a une grande demande maintenant. Une grande demande des médecins de dire, mais vous nous... Paradoxalement, les médecins disent, cette réduction du corps à du pur mécanisme, qui permet la compréhension du corps, mais les médecins sont les premiers à dire, mais en faisant ça, vous nous privez du sens de notre métier et de la possibilité même de guérir, parce que tout ne se réduit pas à un ensemble de processus. Bien sûr. Et dans les études de médecine telles qu'elles sont aujourd'hui, à mon avis, il faudrait un enseignement philosophique, phénoménologique du corps comme existence, parce qu'après, les médecins se trouvent livrés à cette dimension purement physiologique qu'ils ont étudiée très 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 en détail, très à fond et avec un niveau de savoir extraordinaire, mais après sont souvent démunis dans la clinique, qui veut dire se pencher sur un être humain, et ça veut dire on se penche pas sur un organisme. Hein, la clinique, c'est se pencher sur quelqu'un qui est dans un lit. C'est un des enjeux de l'éthique médicale aujourd'hui, de retrouver cette dimension-là. Moi, j'enseigne un petit peu l'éthique médicale à l'université de Rouen en médecine. C'est clairement une demande importante, mais ça n'est pas généralisé. Ce sont pas des enseignements généralisés, malheureusement. En tout cas, pas encore. Donc, il y a ce corps existentiel, alors qu'en revanche, les poètes, les peintres eux, Matisse est un corps fantastique. Enfin, c'est un corps pictural, c'est une respiration, c'est... C'est quoi un corps existentiel ? Un corps existentiel, c'est le fait que nous existons par notre corps. Et donc, on peut pas dire simplement que le corps serait un système physiologique où, quand on se serre la main, c'est bien un geste physique, et en même temps, c'est un acte qui engage l'existence entière. Prendre quelqu'un dans ses bras, c'est bien physique, et on sait très bien que pour le nourrisson, s'il n'y a pas... mais ça, les parents font ça de manière instinctive, heureusement. La manière dont on le porte, la manière dont on le prend dans ses bras, s'il n'y a pas cette dimension existentielle, et là en l'occurrence aimante du corps, le nourrisson dépérit. Donc il y a le corps physiologique au sens où il faut le nourrir et l'alimenter, etc. Mais il y a le corps existentiel au sens où il faut le prendre dans ses bras, lui faire des câlins, et la manière dont on le prend, et tout ce qu'explore l'aptonomie, et qui va chercher, et qui s'est appuyé au départ, l'aptonomie, justement sur la phénoménologie, etc. C'est-à-dire cette dimension incarnée de l'existence que eux, les peintres, alors ont vraiment ils ont vraiment fait le travail, ces hommes. Ça, c'est très impressionnant comment, ce qu'on appelle la touche en peinture, le rôle de la touche qui devait disparaître, l'œuvre devait être sans corps en fait, l'œuvre devait être lisse, l'illusion parfaite. Et puis tout à coup, les impressionnistes, Monet, puis Cézanne, puis tout le monde à leur suite, la touche, ça veut dire que le toucher devient une dimension fondamentale de la peinture, et le toucher, c'est quand même l'élément fondamental du corps. Et on ne se met pas physiquement, corporellement, si on veut, devant une peinture de Pollock, de la même manière qu'on se met physiquement devant une peinture du Moyen-Âge. C'est pas le même enjeu. Le corps, c'est la touche, c'est le tact aussi. Oui, la touche, c'est le tact, absolument. Donc tu parles beaucoup dans le livre. Qu'est-ce que c'est le tact ? Oui, parce que le tact, c'est la rencontre. Et donc le tact, c'est... le tact, c'est... On pourrait dire que le tact, c'est la dimension
où être soi vient à la rencontre de l'autre. Sinon, sinon il n'y a pas de... L'individu engoncé dans son individualisme est toujours sans tact. Il est lourdeau, en fait. Il prend tout l'espace. Donc si on reprend le fil, aujourd'hui, dans ce qu'on a vu, les deux aspects de notre monde, d'un côté, le corps est un peu perdu, Oui. puisqu'il est juste voilà, technicisé ou réduit au simple plaisir qu'on peut en tirer. Oui. Donc il faut voilà, être dans la détente, jouir de son corps. Mais c'est pas de Oui, ça. qui est l'envers, en fait. L'envers. Ça, qui est l'envers, et qui est l'envers aussi de tout le système normatif dont Foucault a très bien parlé dans les hôpitaux, dans les prisons. Là, on pourrait dire dans la publicité, toute cette normativité écrasante du summer body, du ceci, du cela, enfin Alors partout. La gestion des corps, en fait, et Foucault voilà, parle très bien de ça, la gestion des corps à la fois physiologique et objet de normes nouvelles, terribles. Alors que le corps véritable a à voir à nouveau avec le miracle, le commencement, la rencontre, l'écoute, un corps qui est à nous, un corps nouveau. La possibilité d'être soi et d'être incarné, et aussi un corps qui est en phase avec le monde, qui est aussi un corps pas dominant, qui est un corps qui est en phase avec l'autre, donc qui n'est pas un corps de domination, et pas masculine évidemment, mais en fait de domination générale, parce que il y a un corps de domination sur Terre qui perçoit tout comme étant ressource disponible pour lui. Donc ça, c'est effarant. Le corps existentiel, le corps naissant, le corps miraculeux, on pourrait dire, mais alors dans un sens tout à fait singulier, c'est un corps qui est résonance, c'est un corps qui est mis en vibration. Et là, à nouveau, tout l'art moderne est ça, parce que vibration. ce que tu dis là, qui est aussi très surprenant, c'est que malheureusement, au niveau social, au niveau politique, le travail pour aider les êtres humains à retrouver ce corps heureux, ce corps plein, ce corps en résonance, à la fois, que tout le monde à la fois sait quand il est parent, comme tu dis, mais nous vivons dans un temps où ça est perdu. Ceux qui ont fait le travail, tu dis, c'est les artistes modernes, et se mettre à l'écoute des artistes modernes, c'est pas juste voilà, avoir un plaisir esthétique, c'est essayer de penser pour notre monde comment chacun d'entre nous pourrait retrouver un rapport neuf, libre et heureux à son corps. Alors pourquoi les artistes ont fait le travail, de quelle manière, et pourquoi notre monde, disons, nos dirigeants, par exemple, ne le font pas? Ça, commençons par le plus facile, c'est-à-dire pourquoi les artistes. À partir du moment où, disons, c'est un des aspects de la question moderne, les artistes n'avaient plus un discours à transmettre. L'œuvre n'est pas le lieu, l'œuvre moderne n'est pas le lieu d'un discours, c'est plus le lieu d'une expérience. Et ça veut dire l'expérience de ce qui fait qu'une œuvre d'art est une œuvre d'art. Donc, ils ont découvert dans les mots, par exemple, la chair du mot, le corps du mot. Rimbaud, c'est une expérience incarnée du mot, de la couleur, de sa possibilité sonore, de tout ça qui passe au premier plan. En peinture, on le disait avec la touche, avec la révolution de la couleur qu'apportent les impressionnistes et dont un Cézanne, un Matisse et tout ça vont ensuite bénéficier pour recréer encore autre chose. C'est la découverte de la couleur en elle-même. Laquelle couleur, on évoquait ça tout à l'heure, dans l'histoire de la peinture, la couleur a toujours été dépréciée par rapport au dessin, parce que le dessin, c'est l'intelligible, c'est la belle délimitation, c'est la forme parfaite, et la couleur, c'est la dimension un peu inquiétante du sensible, etc., etc. Donc, en régime moderne, on pourrait dire, la couleur devient le lieu où, d'ailleurs, comme dit Cézanne, il le dit pas tout à fait comme ça, mais en gros, où notre corps et le monde se rencontrent. Et c'est la découverte par les artistes modernes de la matière de leur médium, comme on dit, c'est-à-dire pour un peintre la couleur, pour un poète les mots. C'est la découverte de cette matière corporelle qui fait que
ils ont réinvesti ça et donné à cette matière une possibilité de sens entièrement nouvelle. Parce que le corps, c'est donc pas juste le corps que j'ai, mais c'est tout le monde qui peut devenir corps parce qu'il est vivant, parce qu'il est tendre, Bah oui, parce qu'il est... En fait, quand on dit corps, il faut pas oublier que corps, ça veut dire espace, en fait. Ça veut dire aussi ça, c'est-à-dire un corps, c'est toujours une spatialité. Quand je suis un corps et que je me déplace dans l'espace, mon corps met en vibration un espace. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle la présence. Il y a des gens qui ont une présence, il y a des gens qui n'ont pas de présence et tout ça. Le corps, c'est pas juste là ce que je touche, mais voilà. Mon corps, c'est la capacité d'être avec toi, oui. de sentir comment tu me réponds, oui. d'être en rapport à cela, faire attention à la lumière qui est dans la pièce. Donc en fait, c'est ça que tu veux dire. Le corps, il n'est pas juste le mécanisme là, non. mais par mes sens, par tout ça. C'est à la fois ma manière de tenir l'existence, de l'habiter, de l'investir. C'est pour ça qu'on parle de tenue, et les gestes, le mot geste, ça veut dire tenir, ça veut dire porter, comment un geste est le port de l'existence. Donc le corps, ça veut dire ça. Ça veut dire en plus, effectivement, la mise en branle, ça veut dire une présence, la mise en mouvement de tout un espace, que Bergson dit « mon corps va jusqu'aux étoiles », c'est-à-dire c'est toute cette spatialité-là. Et donc effectivement, c'est pas des pôles comme ça localisés et qui seraient du coup incompatibles. Quand on parle ensemble, il y a une dimension de corps mutuel et d'espace. Ça ces gens on pense très peu à ça, parce que les gens ont l'impression que on est en rapport à notre corps quasiment uniquement quand on fait l'amour. C'est là où ils ont un rapport au corps. Oui, à la salle de gym. Ou à la salle de gym. Oui. Et en fait, non. Parler avec un être humain, travailler avec un être humain, être à côté d'un être humain, ça contient une dimension du corps qui est fondamentale. Et peut-être qu'une des grandes souffrances de notre temps, c'est par la gestion générale de tout, ce corps nous est enlevé, et peut-être tant les gens les questions du stress, du burn-out et tout ça, sont peut-être beaucoup plus dues à cette disparition du corps qu'on ne le pense. Ah oui, c'est sûr. Et en plus, quand tu dis faire l'amour, malheureusement, il y a plein de situations où les gens font l'amour sans corps, on pourrait dire. Oui. C'est-à-dire, et d'où, en réalité, un corps amoureux, un corps qui fait l'amour, c'est un corps à l'écoute, c'est un corps... quand on réfléchit à la question du consentement et tout ça, en réalité, je crois pas qu'il y a de normes nouvelles qu'on pourrait édicter, etc. Mais il y a un corps qui est vraiment soi et donc en rapport à l'autre, c'est un corps qui nécessairement écoute. C'est un corps qui est réponse, qui est relation et qui de toute façon ne peut pas être ce corps dominant ce corps autocentré et ce corps en fait massif. Alors qui peut être à la fois le corps crispé, bourré de testostérone, mais le corps dominant sous toutes ses formes en fait. Et les artistes eh bien, explorent cette dimension de corps qui est espace, parce que toute œuvre d'art, c'est une question d'espace. Tu parles beaucoup dans le livre, tu donnes pas mal d'exemples autour de Matisse et de l'expérience que tu as pu faire de Matisse. Oui. Peut-être tu pourrais montrer en quoi Matisse t'a aidé. Oui, parce que Matisse, alors vraiment, quand Picasso dit ce Matisse a vraiment de si bons poumons, là c'est très incarné, ça veut dire la capacité qu'a Matisse de faire respirer une surface picturale, respirer une œuvre et de nous faire respirer dedans. Eh bien, Matisse a découvert, après que Cézanne a révolutionné la peinture avec le rôle nouveau de la couleur et que la peinture allait partir de la couleur, de la touche, du corps de la couleur, etc. Matisse a découvert par exemple que, comme il dit, 1 cm² de bleu est moins bleu qu'1 m². Là, on a une corrélation directe avec l'incarnation de la couleur et la possibilité d'être, comment dire, affecté et transformé par cette couleur. Et c'est pour ça que chez Matisse, les formats s'allongent et vont permettre la révolution ensuite américaine, après la guerre, etc., avec des formats très grands. Et Barnett Newman qui voulait qu'on soit très près des tableaux, c'est-à-dire que ce soit un rapport de corps à corps. Et Matisse travaille donc avec
cette découverte nouvelle que y a une spatialité différente de la couleur selon la taille, selon que on y met un peu de lumière ou non, selon que la toile perce à travers ou non, selon que la touche impulse une dynamique ou non. Et tout ça, notre corps le reçoit et véritablement s'électrise au contact d'une surface comme ça. Le troisième grand axe dont je voulais parler, qui est ouvert par ton livre, c'est la parole. Alors là aussi, de la même manière, la parole aujourd'hui est menacée, elle devient juste, tu le dis très bien, slogan, elle devient dictature du non-monde publicitaire, normalisation informative. Donc, et cette parole qu'on voit de plus en plus dans les médias, vidée de sens, pur effet. Oui. Et peut-être que là aussi, le défi pour essayer de retrouver un souffle, une espérance, c'est de retrouver une parole qui soit parlante. Oui. Et qu'on voit ça tout au long de ton livre, en te mettant à l'écoute des poètes, d'essayer de retrouver un autre rapport à la parole. Oui, et j'essaie de faire ça le plus simplement possible. On prend un poème, on l'écoute, on regarde, on voit pour découvrir cette dimension à nouveau surgissante et miraculeuse de la parole, mais qu'en réalité tout le monde connaît. On pourrait dire cette faculté poétique de la parole, au sens où dire quelque chose, ça peut faire que quelque chose ait lieu. Dire « je t'aime » à quelqu'un, quand c'est vraiment dire « je t'aime », c'est un poème. Il se passe quelque chose. Et donc, c'est pas nécessairement un poème dans les règles de l'art, au sens où on entend ça traditionnellement. La situation actuelle, c'est que l'information régit la parole. Donc, l'information, ça veut dire qu'il y a un message avec un locuteur à faire passer à un récepteur. Et pour que le message passe le mieux possible, il doit être le plus univoque possible. Donc finalement, le modèle abouti et le plus accompli de l'information, c'est l'ordre. Parce que là, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de malentendu, c'est directement intelligible et donc c'est directement efficace. Donc là, le schéma informatif, il impose l'univocité, que ça n'ait qu'un sens, et l'efficacité, et que du coup, il y ait conséquences, actions, etc., etc. Or, la manière dont chacun d'entre nous vivons la parole, c'est le contraire de ça. Quand chacun, on parle, on se parle à soi-même, on répète des mots qu'on aime bien, on passe notre temps à dire des choses non informatives. Parler pour ne rien dire, c'est un sujet que j'aime bien donner à mes étudiants. Peut-on parler pour ne rien dire? Et où il faut essayer de déplacer l'acception courante pour découvrir qu'en réalité, quand on dit « je t'aime » à quelqu'un, on ne dit pas quelque chose, c'est pas une information, parce que sinon, il suffirait de le dire une fois, et la personne a compris, et il n'y a plus besoin de le répéter. Or, dire « je t'aime », ça se répète, ça se module, ça se redit, ça s'habite, ça se dit de plein de manières différentes, c'est fondamentalement plurivoque. En fait, la multiplicité du sens, c'est la liberté. C'est le fait qu'on n'est plus dans une parole entièrement normative. Donc, la poésie est le lieu par excellence de ça, et la poésie moderne, encore plus, puisqu'elle fait fi des règles traditionnelle de composition, etc., etc. Donc elle essaie de découvrir et de mettre en avant cette possibilité libératrice de la parole, comme n'étant pas une communication, n'étant pas une information, mais étant un mot comme une présence. Et le fait que dire un mot, ça peut être une expérience en soi. Au point même que tout le monde sait très bien que quand on répète un mot, on le répète, on le répète, on le répète, il devient de plus en plus étonnant, étranger, même parfois plus du tout intelligible, juste par le fait de le répéter. Ça, c'est déjà un travail poétique. Et on voit bien aujourd'hui que trop souvent, peut-être une des crises politiques de notre monde, c'est que la parole, elle est de plus en plus tellement enserrée, propagande.
tu parles aussi Oui, beaucoup de ça, qu'elle a tellement plus de liberté, elle a tellement plus de corps, pour reprendre ce oui, qu'on a vu, elle est tellement plus habitée, elle est tellement plus... oui, oui, que ça crée c'est... une vraie souffrance. Et que peut-être c'est ça un des éléments de la crise politique de notre monde. C'est la grande difficulté qui est aujourd'hui à nouveau C'est quelque clair. chose qui parle. Une parole, la difficulté, et alors là je pense en particulier de nos dirigeants politiques, d'abord parler, quand on comprend que parler c'est la dimension de la multiplicité du sens, de la possibilité du sens. Parler ça veut dire aussi écouter, ça veut pas dire forcément prononcer des mots. On parle en étant à l'écoute. Et les gens savent très bien s'ils parlent ensemble en fonction de la qualité d'écoute. Donc là, je crois qu'il y a une crise de l'écoute absolument majeure dans le monde politique d'aujourd'hui et en particulier dans les temps que nous connaissons en ce moment. Et ensuite, parler, c'est faire confiance au sens. Alors que la logique de la communication, c'est pour ça qu'entre communication et propagande, il y a une espèce de grande affinité. Alors nous, on n'est plus des hommes du XXe siècle, donc on ne dirait pas la propagande que le XXe siècle a connue, mais il y a une espèce de dictature de la communication qui doit être agissante de manière instantanée, donc etc., Qu'est-ce que c'est la etc. dictature de la communication? Bah, c'est par exemple toujours c'est les réponses politiques qu'on entend. Quand il y a eu un problème, il y a une crise, on croit qu'il faut tout de suite communiquer, proposer une solution, un dispositif, comme on dit, etc., qui peut être spectaculaire, mais qui n'interroge pas le sens et qui surtout ne fait pas confiance. Quand il y a une crise, c'est toujours d'abord une crise de la parole entre les êtres humains. Ça veut dire dans un couple, ça veut dire dans un peuple, etc. Et donc, il faut d'abord que on rouvre l'espace pour la respiration du sens et pas tout de suite apporter une solution, un dispositif, etc., etc. Soit une solution, ça peut être une réponse violente dans le cas d'une engueulade dans un couple, ou une solution, on croit toujours qu'on a une solution à un problème. Mais moi, je me souviens que il y a 20 ans, j'enseignais à des élèves en classe technologique et même en bac pro dans une cité qui était à l'époque considérée comme la cité la plus dangereuse de France. C'est là que Sarkozy, ministre de l'Intérieur, avait pendant des vacances décidé qu'il allait montrer comment restaurer l'ordre, etc. Et ça avait évidemment pas du tout marché, etc. Moi, je les avais en cours, les élèves. Ça n'a pas été facile tout de suite de réussir à se faire confiance. J'étais nouveau, j'étais le bourgeois, je venais de Paris, etc., etc. Et eux, ils étaient dans la cité depuis 2 générations, entièrement enfermés là-dedans, etc. Mais à partir du moment où ils ont vu que je les écoutais, et c'était leur truc qui me disait tout le temps, vous nous respectez, monsieur, et que non seulement je les écoutais, et qu'après je leur parlais pour de vrai, c'est-à-dire que je leur servais pas une espèce de discours infantilisant, en fait. Je leur ai fait apprendre l'alphabet grec. Voilà, ça sert à rien. Au début, ils ont dit, ouais, monsieur, nous, etc., etc. Et en fait, c'était un des trucs dont ils étaient le plus fiers. Donc, ça veut dire une parole. Je leur parlais en osant aller dans la confiance de dire quelque chose qui va pas servir tout de suite. Et en réalité, ils ont très bien compris ça. Et c'est la raison pour laquelle, ensuite, comme il disait, ils me respectaient, du coup, ils me protégeaient aussi, parce que tout ça va ensemble. Il n'y a pas besoin de toujours une réponse normative, et alors encore moins punitive toujours, etc., etc. Il faut faire confiance au fait qu'il y a à la possibilité parlante en l'être humain, mais en tout le monde. Et bien sûr ils étaient en grande détresse, parce que souvent dans des familles où peut-être on leur avait jamais parlé, mais pas nécessairement d'ailleurs, parfois oui, parfois non. Et l'école, c'était cette possibilité-là que on leur parle sans programme, sans ceci, sans cela, mais qu'il y ait cette dimension-là. Et moi, cette dimension-là, j'en fais le cœur de ma vie, à la fois dans mon enseignement,
j'essaye dans ma famille, etc. Parce que pour me convaincre que j'ai raison, disons, j'ai besoin de la poésie et de relire ça et de m'assurer, oui, oui, quelques lignes de George Open, ça me persuade que je me trompe pas. Dans le livre, tu cites des poèmes, comme tu l'as dit, pour nous aider à entrer en rapport à cette expérience. Tu les traduis, tu nous guides. J'avais juste envie d'en lire un pour un peu que les gens, voilà, de leur donner envie d'entrer dans le livre. Nuages de plus en plus loin, lentement, plus lentement, l'horizon immobile et vers le haut, le ciel. Ça, c'est un poème de Larry Eigner, un merveilleux poète américain. En plus, la disposition du texte est très belle. Il faudrait voir l'espace sur la page d'un homme qui écrit comme ça. On voit avec une grande liberté syntaxique, beaucoup d'espace entre les mots. Les choses s'articulent librement. On peut prendre chaque élément, l'articuler un peu librement. En plus, la langue américaine, en tout cas la pratique américaine de l'anglais le permet encore plus simplement, parce que les mots peuvent être parfois adjectifs, verbes ou non, et on ne sait pas forcément, et c'est très libre. Et il y a ce mouvement libre entre les mots. On voit bien ce que je disais, c'est pas une information, je veux dire, ça donne aucune information, et c'est une expérience. C'est pas un bulletin météo. C'est pas un bulletin météo, c'est une libre articulation entre des éléments. Et cet homme qui, en plus, là on parle d'un poète qui a été, à sa naissance, à cause des forceps, il y a une espèce d'écrasement des tempes, et donc il était paraplégique, il a vécu toute sa vie en fauteuil roulant, et écrit. Moi, quand j'ai découvert ce poète, je crois qu'il était danseur en même temps. Je me disais, il y a tellement d'espace, il y a tellement de mouvements. Et puis après, j'ai lu des choses sur lui et j'ai compris que c'est quelqu'un qui avait passé sa vie en fauteuil roulant, pratiquement dans une seule maison, etc. Et que il est une réserve de possible et de liberté comme j'en ai rarement connu. Oui, ça m'a bouleversé. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur ce poème pour nous faire entrer dans ce que c'est la parole? Tu peux le... Oui. Bah, c'est tout un rythme, nuage de plus en plus loin. En plus, en anglais, il y a une grande beauté là, slower and slower, qui est un mot lui-même lent. Donc, il s'appuie sur la lenteur du mot pour faire sentir le rythme. Lentement, plus lentement, l'horizon immobile et vers le haut le ciel. En fait, quand on regarde de près, il y a nuage de plus en plus loin, il y a tout un rapport à la distance et se mettre en rapport à quelque chose de très loin. L'espace devient en même temps temps, c'est-à-dire quand on accorde à l'espace sa plénitude, le temps devient lui-même plus riche. Lentement, plus lentement, c'est l'entrée dans une temporalité de la richesse, comme disait Chelibida, que le chef d'orchestre, c'est dans la lenteur qu'est la richesse. Alors pas la lenteur, il faut trouver justement l'angle pour que les choses se mettent en rapport. L'horizon immobile, tout à coup quelque chose a lieu et apparaît, et l'horizon c'est tout l'espace de délimitation, de l'espace dans lequel à la fois on vit, l'espace de visibilité, et ça s'ouvre, et vers le haut, le ciel. Et à nouveau là, il y avait les nuages, on part de très loin, les nuages qui vont comme ça au loin, ils s'appuient sur la lenteur des nuages pour faire entrer dans le temps, cerner la présence d'un horizon, l'immobilité, par rapport au mouvement des nuages, et vers le haut le ciel, et c'est à la fois un mouvement qu'on fait en fait en le lisant, c'est un mouvement du regard, c'est un mouvement du temps, c'est un mouvement de l'espace, c'est quelques mots dans lesquels on se situe, et surtout, comme je disais, on refait nous-mêmes cette expérience. Moi, ce qui m'a frappé en le lisant, comme ça, c'est comme si je faisais l'expérience du ciel. Quand Voilà. le mot ciel apparaît à la fin de ces 4 lignes, voilà, on est avec les nuages. Oui. Bon, d'abord, voilà, on le lit, c'est un tout petit peu encore mental. Oui. Et à la fin, on est comme saisi de l'intensité de la présence Oui. du ciel. Et j'ai trouvé, Oui.
en 4 lignes comme ça. Je trouvais intéressant de montrer un peu ce que tu dis pour que les gens voient. Voilà, c'est pas ce qu'on imagine par la poésie. C'est pas du tout savant, c'est pas compliqué. C'est extrêmement simple, mais il y a une densité de silence, de présence, de corps et de parole, puisque d'un seul coup, elle fait apparaître quelque chose. Et on peut dire que malheureusement, ce qui arrive souvent, moi, quand j'écoute la radio, je suis frappé à la fin, mais rien n'a été dit, rien n'a été montré. Peut-être la communication, c'est rien n'est montré. Et là, il te montre le ciel, il te fait vivre les nuages, et tu vis une expérience... Parce qu'il n'y a pas d'écoute, et donc il n'y a pas de parole, et que quand on écoute la situation, et qu'on écoute le mot ciel, en fait, la beauté de ce poème, c'est que c'est à la fois l'écoute du monde et du mot ciel, et que tout à coup, il y a cette présence. Le dernier poème que j'ai traduit dans ce livre, c'est un poème de George Oppen, qui s'appelle Exodus, et qui est en rapport avec la Shoah et Auschwitz, et en même temps les enfants, et le miracle des enfants, et l'enfant qui demande, mais où étaient les adultes pendant ce temps, et qui se termine par une très belle ouverture, donc un poème plein d'espoir. Et puis Exodus, c'était la fin du livre, c'est l'exode, et on sort, etc. Mais je l'ai traduit, ce poème, quand il y a des années, l'attaque d'un fou contre l'école maternelle juive, il me semble-t-il, à Toulouse. Et j'ai suivi à la radio beaucoup ce qui s'était passé, la traque de cet homme, c'était dingue, c'était une des premières traques en direct qu'on avait à la télé, à la radio, etc., etc. Et moi qui, d'habitude, regarde assez peu, là, j'ai été pris là-dedans. J'ai suivi jusqu'à la fin. On entend, je crois, quand la BRI entre et tire et tout. Enfin, c'est complètement dément comme truc. Et il y avait sur toutes les chaînes, toutes les télés, toutes les chaînes en parlaient tout le temps, et il n'y avait jamais de silence. Et en fait, j'étais saturé parce que j'écoutais, et il n'y avait jamais l'espace où je pouvais juste pleurer en réalité. Et pleurer, c'est aussi une écoute de la situation, c'est aussi le corps qui parle, c'est aussi les larmes. Il y a tout un langage des larmes et une incarnation de nous à travers les larmes, etc. Et que d'ailleurs la peinture a su aussi voir, peindre, figurer, etc. La larme, cette tout à coup concentration de notre corps dans une goutte de transparence, c'est quand même pas rien. Et j'ai eu besoin au milieu de tous ces discours et de toute cette communication, j'avais besoin de l'espace pour pleurer et de l'espace pour juste entendre. Et c'est là que j'ai relu ça, et j'ai lu ce poème, et je l'ai traduit à ce moment-là. Vraiment comme un besoin de silence, en fait. Pas d'un discours de plus, pas d'un commentaire de plus, mais une parole qui puisse faire entrer. Au fond, le poème ne donne aucune information. Comme là, on a vu avec Larry Hagner, il ouvre un espace. Il ouvre un espace dont j'avais besoin pour vivre. Je crois qu'on a tous besoin pour vivre. Écoute, merci infiniment. Merci d'avoir fait ce livre. Merci à toi. Merci d'avoir fait ce livre et d'essayer, page à page, ligne à ligne, de préserver ainsi quelque chose du secret et du miracle de ce que ça veut dire être un être humain. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si vous avez été passionné, intéressé, curieux par ce dont nous avons parlé, je vous invite à découvrir plus avant le travail d'Adrien France-Lanor par son livre, mais aussi n'hésitez pas à regarder sur le site de réseau L'École de Méditation, car nous allons proposer des journées pour explorer ce thème de la modernité, entrer dans les œuvres et faire cette expérience si nécessaire de retrouver corps, de retrouver un rapport réel à la parole. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Dialogue.